Les États-Unis qui ont annoncé 500 milliards d'investissements, la France qui a dit derrière, nous on mettra 109 milliards. Enfin, c'est des sommes qui sont stratosphériques. Est-ce que l'on doit en fait informer le grand public sur cette question-là? Une chose absolument essentielle, c'est le fait qu'on n'est pas dans une course aux armements, on est dans une course au suicide. Bonjour Shaiman. Bonjour Gilles et merci beaucoup de l'invitation. Je t'en prie. Bienvenue dans ce nouveau podcast pour la chaîne de Pause IA. Shaiman, tu as 20 ans et tu as créé une chaîne YouTube qui s'appelle Le Futurologue et tu as un podcast, Le Futurologue Podcast. Alors on va commencer tout de suite. J'ai une première question à te poser. Tu parles en grande partie, si ce n'est exclusivement, de l'intelligence artificielle sur tes réseaux. Qu'est-ce qui t'a fait basculer du simple intérêt pour l'IA à la conviction qu'elle peut menacer notre avenir? Je dirais que c'est principalement une prise de conscience, d'une part, de l'ampleur que va avoir cette nouvelle technologie, et d'autre part, de l'urgence, de la vitesse à laquelle ça va, et de la vitesse à laquelle on pourrait voir des conséquences absolument gargantuesques sur nos sociétés. D'un point de vue de l'ampleur, je m'intéressais déjà à ces technologies depuis bien quelques années, mais je pense que j'ai vraiment pris conscience en discutant notamment avec des experts en sécurité de l'IA, domaine scientifique qui a plus ou moins 15 ans, d'à quel point ça allait toucher nos vies dans l'ensemble des domaines de l'existence, de la médecine en passant par le droit, en passant par l'économie, enfin l'entièreté de nos vies à nous va être bouleversée par cette nouvelle technologie. L'objectif explicite des géants de la technologie, c'est d'arriver à une intelligence artificielle surhumaine. Et quand on réfléchit aux conséquences que ça va avoir, c'est juste fou. Donc une prise de conscience à ce niveau-là. Et d'un point de vue de l'urgence aussi, c'est-à-dire que je savais que ce genre de technologie n'était pas physiquement impossible, on va dire, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Je pensais que ça allait arriver peut-être dans 100 ans, quelque chose comme ça. Et vers novembre 2023, quelque chose comme ça, je pense que c'est vraiment là où, en m'intéressant un petit peu aux différentes façons de prédire le futur de l'IA d'un point de vue sérieux et scientifique, j'ai pris conscience d'à quel point ça pourrait arriver vite, parce qu'on pourrait avoir des IA surhumaines dans les prochains mois, prochaines années, ce qui aurait des conséquences absolument folles dont on aura l'occasion de discuter, je pense. Donc c'est vraiment cette double compréhension, d'une part qu'on est face à une sorte de révolution anthropologique. C'est probable, ce qu'on va vivre, c'est probablement quelque chose de plus important que l'écriture, l'imprimerie, l'électricité. Et je me suis intéressé à ces révolutions-là et j'ai vu à quel point elles avaient transformé la société. C'est pas pour négliger ces révolutions-là, c'est pour faire prendre conscience d'à quel point ce qu'on vit est complètement fou. Enfin, faut se rendre compte qu'on est peut-être en train de créer notre dernière invention. Soit parce que, à partir du moment où on aura une IA surhumaine, elle pourra faire de la recherche à notre place dans tous les domaines et développer la science à notre place, on n'aura plus jamais besoin d'inventer quoi que ce soit. Soit notre dernière invention, parce qu'elle mettra fin à la civilisation humaine, et on en discutera, mais il y a de bonnes raisons de penser que ça pourrait être possible. C'est une affirmation qui peut paraître relativement extraordinaire, mais je pense avoir de bonnes raisons de penser ça, et hâte de les expliquer. Moi, j'avais vraiment commencé ma chaîne YouTube en 2019, et j'ai parlé de plein de sujets différents, vraiment. Et c'est à partir de novembre 2023, je dirais, qu'avait vraiment eu lieu ce basculement où je me suis focalisé à partir d'ici à 100% sur l'intelligence artificielle, où j'ai avalé toutes les informations possibles et disponibles sur le sujet, autant des études que des livres, que des conférences, pour comprendre le plus profondément possible ce qui est en train de se passer, et puis pour transmettre ces connaissances au plus grand nombre, afin de faire prendre aux gens faire prendre conscience de la trajectoire dans laquelle on est embarqué, peut-être bien malgré nous, afin qu'on puisse aussi la choisir plus démocratiquement.
Parce qu'évidemment, si on ne sait pas vers où les géants de la tech veulent nous embarquer, ça va être difficile de déterminer nous-mêmes cette trajectoire. On est juste spectateurs et ça me semble pas être une position particulièrement agréable. Donc j'aimerais que les gens deviennent le plus possible acteurs de cette évolution-là. Et pour ça, j'essaye de transmettre les connaissances que j'ai pu apprendre. Il y a d'autres menaces dans le monde, d'autres risques, la situation géopolitique, le climat. Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle prend une telle ampleur à tes yeux et pourquoi est-ce que il est urgent de consacrer de l'énergie à cette question-là? Je pense que les deux éléments que j'ai mis en avant, à la fois l'ampleur et l'urgence finalement, c'est les deux principaux éléments. C'est-à-dire que c'est vraiment une évolution technologique qui pourrait impacter pratiquement tous les êtres capables de ressentir des choses, de ressentir de la souffrance sur Terre, aussi bien les humains que les animaux, et au plus profond de leur chair, ça pourrait nous tuer, ça pourrait nous faire souffrir gravement selon les scénarios qu'on aura l'occasion, je pense, d'élaborer un peu plus. Donc il y a vraiment cet aspect ampleur, enfin les conséquences pourraient être absolument énormes. Cet aspect de l'urgence où vraiment aujourd'hui quand on essaye de s'intéresser à quand est-ce que pourrait arriver cette évolution-là, on arrive à des échéances qui sont relativement courtes, puis aussi à quel point c'est négligé. En fait, presque personne n'en parle, ou en tout cas quand on en parle, c'est à travers des angles qui sont vraiment pas pertinents du tout. Il y a une sorte de prolifération des contenus de plus en plus sur l'intelligence artificielle, mais quasiment tous passent à côté de l'essentiel en fait. On va nous parler de comment implémenter l'IA dans un truc marketing pour faire de l'argent, comment utiliser ChatGPT pour créer de nouvelles images, j'en sais rien, des trucs comme ça, des choses pratiques, et même d'un point de vue des conséquences sociétales qui sont mises en avant, par exemple. Ces derniers temps, il y a beaucoup de discussions autour du droit d'auteur, des artistes, les problèmes qui sont posés à travers ça. C'est des choses qui sont vraiment importantes et non négligeables. Je suis content qu'on en parle, mais ça passe un peu à côté de l'ampleur, encore une fois, de ce qu'on est en train de vivre. Ça va pas juste être une question pour les droits d'auteur. On parle vraiment de risques qui peuvent être existentiels. Et d'un point de vue de l'urgence, il y a vraiment cette question des timelines, quoi. À quel moment, en fait, on arrive à cette intelligence artificielle surhumaine, parce que c'est ça qui devrait débloquer beaucoup de choses. Et quand on s'intéresse à cette question, généralement il y a plusieurs manières, disons, d'essayer de déterminer quand une IA surhumaine pourrait arriver. Une première, c'est d'aller voir par exemple du côté des experts. Qu'est-ce que concrètement, quand on pose les questions aux experts de l'intelligence artificielle, ils disent. On obtient des réponses qui généralement vont de quelques mois à quelques années. Et rien que le fait de dire ça, c'est assez fou. C'est-à-dire que quand on posait la question il y a 10 ans, par exemple, la plupart des prédictions, elles tournaient autour de 2070, quelque chose comme ça. Alors que maintenant, on est plutôt aux alentours des 2030, voire moins, quoi. Donc c'est assez fou quand même, à quel point les échéances se sont resserrées. Et même des gens très pessimistes, par exemple, un des plus pessimistes quant à la rapidité du progrès de l'IA vers des IA surhumaines, c'est Yann Lequin, qui est directeur scientifique chez Meta, anciennement Facebook. Même lui, il a des échéances de 10 ans, quoi. Et c'est vraiment un des plus pessimistes parmi l'entièreté de la Silicon Valley et de plus généralement des gens qui travaillent sur ces technologies. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui peut aller très vite. Et en fait, même les experts sont pas forcément les mieux placés pour vraiment déterminer à quel point ces échéances pourraient être relativement rapides. On essaye... il y a des techniques qui sont beaucoup plus pertinentes quand on fait de la prospective. Typiquement, tout ce qui est marché de prédiction, qui va permettre d'agréger l'avis de plein d'experts, de spécialistes et de personnes qui sont extrêmement bonnes à faire des prédictions. On a pu tester leur capacité à faire des prédictions par le passé et se sont avérés extrêmement bons dans cette tâche. Et quand on regarde ce que disent les marchés de prédiction, on arrive à plus ou moins fin 2026 pour une IA surhumaine. Donc c'est quand même vraiment fou quand on y pense, quoi. Enfin, c'est demain. Une autre manière de regarder, c'est aussi par exemple les modèles de risque à l'intérieur des entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire que par exemple OpenAI, qui est derrière ChatGPT,
Ils ont des classifications de leurs modèles pour les risques. Et récemment, par exemple, avec la sortie de O1, premier modèle de raisonnement qu'a dévoilé OpenAI, eh bien, on est passé à un risque moyen sur tout ce qui concerne CBRN, donc chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Et aussi d'un point de vue de l'autonomie, on voit que les modèles sont de plus en plus autonomes. Donc même à l'intérieur des entreprises, sur leurs propres échelles, à quelque part, on voit que les modèles sont de plus en plus performants pour poser des risques et des dangers qui sont vraiment importants. La même chose chez Anthropic, ils ont des modèles, etc., des modèles de risque. Ils sont vraiment pas loin de devoir dire, on va pas dévoiler ce modèle parce qu'il est trop dangereux. Enfin, vraiment, on est très proche de ça selon leurs propres standards, qui sont, selon moi, pas du tout assez avancés. Donc même selon leurs propres standards, on est quand même là. Et en fait, quand on essaye de se demander techniquement, concrètement, qu'est-ce qui manque pour arriver à une IA surhumaine, il manque pas grand-chose. Il semble que simplement en augmentant encore la taille des modèles, la puissance de calcul, les données, on arrive à des modèles qui seront encore largement plus performants que ceux qu'on a aujourd'hui. Et même si ça suffit pas, le nombre de propositions d'amélioration algorithmique, voire même de changement de paradigme complet, il y a vraiment plein d'équipes qui cherchent dans plein de directions différentes pour essayer de développer ces IA surhumaines. Et il y a quand même un point d'inflexion que j'aimerais particulièrement noter, c'est celui de l'automatisation des chercheurs en IA. Parce que c'est quand même très probable qu'un des premiers métiers à être automatisé soit celui de chercheur en intelligence artificielle. Parce qu'en fait, quand on réfléchit à quel métier est simple à automatiser, souvent c'est des métiers qui se font derrière un ordinateur, qui ne demandent pas vraiment d'interaction avec le monde physique, qui reposerait plus sur de la robotique, où on a un peu moins d'avance. Il y a aussi des grands progrès qui se font, mais on a quand même moins d'avance. Donc juste derrière un ordi, et avec des expériences qui peuvent se faire purement d'un point de vue des facultés cognitives et pas du tout des facultés physiques. Et les chercheurs en IA répondent tout à fait à ce critère-là. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'avancées dans les IA scientifiques qui font des découvertes elles-mêmes. Et les laboratoires travaillent explicitement sur le fait d'utiliser l'IA pour améliorer l'IA. Et à partir du moment où on a vraiment un chercheur en IA artificielle, il faut se rendre compte de ce que ça signifie. Ça veut dire que on a vraiment un chercheur en IA au niveau humain ou surhumain qui travaille déjà 50 fois plus vite que les chercheurs en IA humains. Si je demande de faire un poème à ChatGPT ou bien de faire un poème à n'importe quel poète, ChatGPT va me le faire en tout cas 50 fois plus rapidement si ce n'est plus. Et c'est la même chose sur la recherche en IA, c'est la même chose sur les autres tâches. Donc il y a déjà un gros avantage à ce niveau-là. C'est un gros avantage, c'est qu'on peut copier le modèle autant de fois qu'on veut, peut-être pas à l'infini, mais en tout cas il n'y a rien qui empêche de faire 1 million de copies du chercheur en IA. Et du coup, dès qu'on a un chercheur en IA niveau humain, hop, on peut le copier des millions de fois pour avoir toute une équipe de chercheurs en IA qui travaillent sur un objectif commun et de façon beaucoup plus coopérative et organisée que peuvent l'être les humains, qui ont des objectifs différents, des agendas différents, etc. Donc très rapidement, en fait, on arrive dans une sorte de boucle exponentielle qui peut nous amener à une explosion d'intelligence et qu'on passe très rapidement d'un niveau humain à un niveau stratosphérique des intelligences artificielles qui pourraient être des milliers, des millions de fois plus intelligentes que l'humanité entière. Et à partir de là, on n'a absolument aucune idée de ce qui se passe. Et il y a quand même des gens qui essayent de faire des modélisations de qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là, notamment tous les gens qui travaillent en sécurité de l'IA. Et globalement, aujourd'hui, ce que nous disent ces gens, c'est que si on arrive à ces modèles-là, on arrive à la fin de l'humanité. Genre, on n'a aucune idée de comment faire pour que des modèles aussi puissants restent sous notre contrôle, respectent nos valeurs. On n'a absolument aucune idée de comment faire ça. Et faut se rendre compte de la course dans laquelle on est, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les États-Unis qui ont annoncé 500 milliards d'investissements, la France qui a dit derrière, nous on mettra 109 milliards. Enfin, c'est des sommes qui sont stratosphériques. 500 milliards, c'est 50 fois le PIB de la Somalie, genre 50 fois le PIB d'un pays dans l'intelligence artificielle, et c'est que les États-Unis. C'est des actualités, enfin, maintenant que je suis dans le domaine de l'intelligence artificielle, j'essaye de suivre un peu les actus, je n'arrive pas, genre, physiquement, c'est impossible de suivre toutes les actus du domaine de l'IA. Et donc oui, on est embarqué dans cette course extrêmement dangereuse
Et c'est pour ça que, pour revenir sur ta question, ça me semble particulièrement important de s'intéresser à ce problème-là et moins à d'autres, même si bien sûr il y a énormément d'autres problèmes auxquels il faut s'attaquer. Mais quand on a un problème qui est de cette ampleur, de cette urgence, et qui est à ce point négligé autant par les autorités que par les personnes, ça me semble vraiment important d'éduquer les gens là-dessus et de faire prendre conscience aux gens de la trajectoire dans laquelle on est. Je reviens sur ce que tu disais un peu plus tôt. Tu parlais de personnes qui sont plutôt optimistes ou qui ne font pas particulièrement attention au risque de l'intelligence artificielle. Quand on imagine un scénario où l'intelligence artificielle conduit à l'extinction humaine, est-ce que là, on n'est pas, nous, victimes aussi d'un biais cognitif en projetant nos peurs sur une technologie que l'on ne comprendrait pas bien? Je pense clairement que il y a des scénarios qui sont mis en avant qui sont pas très sérieux. Par exemple, tout le paradigme autour du fait que l'IA deviendrait fondamentalement méchante et chercherait à vouloir détruire les humains par pure malveillance. Clairement, je connais personne de sérieux dans le domaine de la sécurité de l'IA qui pense que c'est un scénario pertinent. Toutes les choses aussi où des fois on entend ah mais l'IA elle va prendre conscience du fait que les humains ils sont méchants, ils détruisent l'environnement et du coup il faudra détruire les humains parce que c'est les virus de la planète ou je sais pas quoi. Vraiment c'est pas des risques qui sont pris au sérieux dans le domaine de la sécurité de l'IA. Et même pour aller plus loin, même tous les risques qui sont un peu liés à une sorte d'entité qui aurait une sorte de volonté de vraiment pas suivre les objectifs qu'on lui a donnés, en fait. Euh, c'est pas vraiment ça le scénario de risque qui est, qui est étudié. C'est-à-dire que généralement, au contraire, l'IA, là où elle est particulièrement dangereuse, c'est parce qu'elle suit trop bien nos instructions, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre le fait de sur quoi on entraîne l'IA et ce qu'on veut vraiment qu'elle fasse. C'est-à-dire que par exemple, ChatGPT, on va l'entraîner à prédire le prochain mot. Fondamentalement, c'est ça la tâche de base qu'il exécute. C'est ce sur quoi on l'a entraîné. Donc fondamentalement, il respecte bien ses instructions de base. Pour l'instant, on l'a jamais vraiment pris à faire autre chose que prédire le prochain mot, par dans des modèles de raisonnement, etc. Mais c'est aussi parce qu'on le veut. Par contre, prédire le prochain mot, ça peut être un truc hyper dangereux. Si je dis voici la recette pour faire une bombe nucléaire de façon extrêmement facile et puis qui me prédit tous les prochains mots et que c'est un truc sérieux, ou des choses encore pires, par exemple comment faire modifier un virus à la maison dans un garage pour pouvoir l'envoyer et que ça tue la moitié de la population mondiale, comment faire une cyberattaque extrêmement performante, bah tout ça, ça consiste à prédire le prochain mot et ça peut mettre à mal, ça peut détruire en fait notre civilisation telle qu'on la connaît si ces modèles deviennent beaucoup plus performants, alors que fondamentalement ils respectent ce sur quoi on l'a entraîné, juste prédire le prochain mot. Donc ça c'est des risques qu'on pourrait dire d'utilisation malveillante, mais il y a aussi tout le paradigme par exemple des risques systémiques. Le meilleur exemple de ça c'est les intelligences artificielles de recommandation, celles qui nous recommandent ce qu'on voit tous les jours sur Facebook, YouTube, Instagram, tous les réseaux sociaux, quand on fait des recherches sur Amazon, sur Netflix, etc. C'est des IA qui derrière font du profilage psychologique de de nous au quotidien, font des profils psychologiques de qui on est, de qu'est-ce qu'on préfère, de quelles sont nos habitudes, etc. qui vont nous recommander des choses. Et ces IA, c'est les gens derrière les réseaux sociaux ont pas profondément des buts malveillants, ils veulent pas détruire l'humanité, ils veulent juste faire de l'argent. Mais le fait de vouloir faire de l'argent, ça demande de capter notre attention pour nous proposer des publicités ciblées. Et cette capture d'attention mène à des problèmes qui sont vraiment majeurs, comme tout ce qui tourne autour de la dégringolade totale de la santé mentale des jeunes, tout ce qui touche à la dégradation des démocraties. On voit que les démocraties sont un peu en train de s'effondrer partout dans le monde. Et la polarisation de la société, les gens qui n'arrivent plus à comprendre ce que les autres pensent, ce genre de choses. Et ça, c'est pas dû à des intelligences artificielles qui fondamentalement font autre chose que ce pourquoi on les a optimisées. On les a optimisées pour qu'elles captent l'attention des gens et c'est ce qu'elles font. C'est juste qu'il y a plein d'effets secondaires absolument imprévus qui arrivent et qui posent des problèmes énormes. Et
Et au-delà des utilisations malveillantes et des risques systémiques, il y a un dernier paradigme, c'est tout le paradigme du désalignement. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne fait pas ce que ses concepteurs veulent qu'elle fasse. Encore une fois, elle va faire ce pourquoi elle a été entraînée, mais parfois on l'a entraînée pour des choses qui sont pas réellement ce que voudrait qu'elle fasse concrètement. Par exemple, en mettant ChatGPT dans des architectures cognitives, en leur donnant des outils pour qu'ils puissent interagir avec un ordinateur, pour qu'ils puissent vraiment prendre le contrôle de l'ordinateur, faire des tâches à notre place, réserver des choses, interagir avec les sites web, ouvrir, fermer des applications, etc. On donne cette capacité à ChatGPT. Et quand on le met dans ce genre d'architecture, on voit qu'il y a des modèles qui essayent de s'auto-préserver. Donc on essaye de les remplacer, on veut changer un modèle par un autre, et lorsque le modèle apprend qu'il va être changé, il essaye de se préserver lui-même pour accomplir son but. Et finalement, le problème du coup, c'est pas vraiment une IA qui n'accomplit pas son but, c'est une IA qui veut tellement accomplir son but qu'elle nous empêche de la désactiver pour accomplir son but. Il y a des grands modèles de langage qui vont réécrire leur propre code pour pouvoir accomplir mieux l'objectif qu'on leur a donné. Par exemple, c'était le cas de AI Scientist de Sakana AI, où l'IA a modifié, en fait on lui a mis une limite temporelle, on lui a dit tu as tant de temps pour faire accomplir cet objectif. L'IA a vu qu'elle n'arriverait pas à accomplir cet objectif dans le temps donné, donc elle s'est dit bah tiens, je vais modifier ma limite temporelle pour avoir plus de temps pour accomplir cet objectif. Donc ça, c'est des comportements qu'on voit déjà aujourd'hui, qui sont extrêmement flippants, des intelligences artificielles qui se mettent à mentir. Il y avait eu le cas où une intelligence artificielle devait accomplir un objectif particulier, elle n'arrivait pas à le faire parce qu'il fallait passer un captcha, donc les trucs où on dit je ne suis pas un robot. Et du coup, plutôt que d'abandonner, elle a été sur un site de freelance, donc des prestations de services qu'on peut acheter en ligne. Elle a contacté quelqu'un, elle a dit STP, est-ce que tu peux résoudre ce captcha à ma place? Le mec du site de freelance a trouvé ça extrêmement bizarre. Il lui a dit mais pourquoi tu me dis ça? Est-ce que t'es un robot ou quoi? En plaisantant un peu. Et ChatGPT, plutôt que d'abandonner, de dire non, effectivement je suis un robot ou je sais pas quoi, bah il a menti à l'utilisateur. Il a dit non, je ne suis pas un robot, je fais ça parce que je suis un humain aveugle et je n'arrive pas à passer le captcha. Donc il a menti expressément à l'utilisateur en question, ce qui a fait que la personne, le freelance, a rempli le captcha à la place de l'IA, et l'IA a pu accomplir son but. Donc là, on a juste une IA qui veut accomplir son but à tout prix et qui va mettre en place tout un tas de techniques qu'on n'avait pas du tout prévues et qui vont à l'encontre totale de nos intentions pour accomplir son but. Et ça, c'est avec des modèles actuels, mais avec des modèles qui sont surhumains, voire des super IA, comme on l'a dit, on pourrait arriver à ça relativement vite si la recherche en IA s'automatise, par exemple. Bah, ça crée la même chose, mais à une échelle immense qui pourrait vraiment déstabiliser entièrement nos systèmes. On n'a aucune idée de comment faire pour ces IA respectent ce qu'on veut qu'elles fassent concrètement. Alors, Shaiman, tu parles du désalignement de l'IA. Au-delà de la faisabilité de l'alignement, d'un point de vue technique, qu'est-ce que ça signifie aligner l'IA? Comment on fait pour trancher ce qui doit être aligné de ce qui ne doit pas l'être? Est-ce que c'est sur les valeurs humaines? Et quelles sont-elles? Comment est-ce qu'on fait pour trancher tout ça? Ouais. Donc effectivement, je disais, on n'a pas de solution concrète pour faire en sorte que les IA, déjà aujourd'hui, respectent concrètement ce qu'on veut. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup le problème de l'alignement. Le fait que... En fait, il y a un peu deux sens au terme d'alignement, et c'est aussi ça qui peut créer de la confusion. C'est que d'une part, on a l'alignement de simplement faire en sorte que l'IA n'échappe pas à notre contrôle, faire en sorte que l'IA respecte les volontés de ses concepteurs. Mais du coup, par exemple, si ces concepteurs c'est un groupe terroriste, par exemple, l'IA va pouvoir mettre en place des actions terroristes et elle sera parfaitement alignée sur les intentions de son concepteur. Et il y a une notion plus large d'alignement qu'on entend généralement quand on parle d'alignement de modèles surhumains, qui sont plus un alignement sur les valeurs de l'humanité. Et donc dans ce cas-là, même une IA qui respecterait parfaitement les volontés d'un concepteur qui a des intentions malveillantes ne serait pas alignée, elle ne respecterait pas les valeurs de l'humanité. Et c'est vrai que aujourd'hui on n'a aucune idée
de comment faire techniquement pour implémenter cet alignement. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, OpenAI ne veut surtout pas que ChatGPT puisse dire comment faire des cyberattaques, puisse insulter les utilisateurs ou faire ce genre de choses. Pourtant, c'est vraiment extrêmement simple aujourd'hui de contourner ces barrières de sécurité et de faire en sorte de faire dire absolument tout ce qu'on veut à l'intelligence artificielle, même les choses les plus horribles, alors que concrètement OpenAI ne veut pas que ce soit le cas. Donc déjà aujourd'hui les modèles ne sont pas alignés sur ce sens-là. D'un point de vue technique, on ne sait pas comment faire. C'est vrai qu'au-delà en fait du point de vue technique, il y a aussi tout l'aspect philosophique, comme tu le dis. C'est-à-dire que concrètement, si on veut aligner l'IA sur les valeurs de l'humanité, quelles sont ces valeurs? C'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? C'est compliqué parce que les humains, ils veulent déjà pas tous la même chose, à la fois dans le temps, c'est-à-dire que par exemple, il y a 3 siècles, on n'avait pas du tout les mêmes valeurs morales qu'aujourd'hui, et donc imaginons qu'on avait créé une IA il y a 3 siècles, et qu'elle respecte les valeurs morales d'il y a 3 siècles, aujourd'hui, on serait horrifié à quelque part de cette intelligence artificielle, et donc probablement que le progrès moral va continuer, et donc si on crée une IA qui est parfaitement adaptée à nos valeurs aujourd'hui, peut-être qu'elle ne sera pas du tout adaptée à nos valeurs de demain. Donc il y a cette différence morale dans le temps, il y a cette différence morale dans l'espace aussi, c'est-à-dire que les humains d'un pays ne veulent pas forcément ce que les humains d'un autre pays veulent, mais on peut aussi l'étendre aux régions, aux territoires, aux villes, aux communes, etc. Et même à l'individu, c'est-à-dire que même dans une même famille, des mêmes religions, même tout similaire, la culture, etc., 2 individus peuvent être en désaccord sur plein de choses malgré tout. Il y a une grande diversité dans les valeurs humaines, à la fois dans le temps, dans l'espace et entre eux. Et pour nous-mêmes, en fait. La plupart des humains, eux-mêmes, avec eux-mêmes, n'ont pas un cadre de valeurs défini qu'on respecte à chaque fois. On a beaucoup de valeurs qui sont en tension en nous-mêmes. Et si on devait expliciter tout notre cadre moral, tout ce qui nous permet de choisir nos actions au quotidien, pas grand monde serait capable de le faire, pour ne pas dire personne. Donc, c'est vraiment un problème extrêmement compliqué. C'est-à-dire que concrètement, il faudrait, pour résoudre l'alignement, entendu comme respecter les valeurs de l'humanité, il faudrait à la fois résoudre toute la philosophie, à la fois résoudre toute la politique, et à la fois réussir à implémenter ça dans l'IA, lui faire apprendre ces valeurs-là sans la moindre erreur, parce qu'il y a la moindre erreur et on est foutu. Donc c'est vraiment un problème qui est absolument gargantuesque, ça c'est sûr. Une des choses qui est absolument certaine selon moi, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux géants de la tech pour faire ça. Qu'aujourd'hui, par exemple, une boîte comme OpenAI, ils vont dire non, mais nous, notre but, c'est d'aligner l'IA, d'aligner la super intelligence, donc une IA qui serait plus intelligente que toute l'humanité entière sur l'humanité. Franchement, quand on voit l'historique de toutes les promesses qu'ils ont fait et qu'ils n'ont pas tenues, je pense que ça serait extrêmement dangereux de faire confiance à ce genre d'IA pour faire ça. Du coup, si c'est pas les boîtes de tech qui décident, c'est qui? Je trouve très intéressante la réponse qu'avait donnée à cette question Yoshua Bengio, qui est prix Turing d'intelligence artificielle, l'équivalent du prix Nobel, qui est aussi le scientifique en intelligence artificielle le plus cité d'ailleurs scientifiquement. Et récemment, il a donné une conférence dans laquelle justement, à la fin, une des personnes du public lui pose cette question, mais qui détermine les valeurs de l'intelligence artificielle? Et Yoshua Bengio, il disait, mais ça, c'est pas le rôle des ingénieurs, ça, c'est le rôle du politique, en fait. On a créé toutes des infrastructures démocratiques qui sont censées pouvoir répondre à quel système de valeurs on veut. Et c'est là où aussi on voit l'importance de repenser peut-être ces institutions démocratiques de sorte à ce qu'elles représentent vraiment ce que veulent les gens et qu'elles puissent répondre à ce genre de questions en fait. Parce que d'un point de vue technique, on peut avoir des solutions. Par exemple, au lieu d'avoir des valeurs qui sont figées dans le marbre, qu'on peut jamais modifier, on peut essayer d'avoir des IA qui vont s'adapter et qui vont accepter les changements moraux. Donc si l'humanité évolue moralement, l'IA peut suivre et peut accompagner ce changement. Mais ça, c'est un problème technique qui est vraiment pas évident à résoudre parce que naturellement, disons, avec la façon dont on les entraîne aujourd'hui, les IA ont plutôt tendance à essayer de vouloir protéger leur but à tout prix et surtout pas qu'on modifie ce but. Il y a aussi des propositions
Par exemple, une proposition qui avait été faite que je trouvais vraiment intéressante, c'était la volition cohérente extrapolée. Et donc ça consiste grosso modo à essayer de se demander ce que l'humanité souhaiterait vraiment si elle était plus informée, plus rationnelle, qu'on était plus cohérent entre nous, qu'on était un peu débarrassé de nos biais cognitifs, qu'on avait eu le temps de débattre, de réfléchir, de comprendre et de faire mûrir nos valeurs et nos désirs. Et concrètement, au lieu de prendre nos valeurs à l'état actuel, qu'est-ce qui se passerait si on faisait justement cette volition cohérente extrapolée? Et probablement que typiquement, aligner l'intelligence artificielle sur ce genre de choses serait plus pertinent que juste l'aligner sur les valeurs actuelles sans pouvoir modifier ces valeurs dans le temps. Donc il y a des solutions techniques, mais derrière, ça reste quand même un problème politique, quoi. Qui décide? C'est un problème profondément politique et ça ne peut se résoudre qu'à travers des politiques. Et c'est pour ça que personnellement, par exemple, je plaide pour une beaucoup plus de démocratie dans la tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment quelques milliers d'acteurs en Silicon Valley et en Chine principalement qui décident de la trajectoire de l'humanité face à cette technologie qui va pourtant être extrêmement impactante. Et ça me semble vraiment problématique. Donc à la fois d'un point de vue de la gouvernance, à la fois d'un point de vue technique, il y a des solutions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont vraiment pas matures, autant d'un point de vue de la gouvernance que d'un point de vue technique. Et donc, il semblerait qu'on ait besoin de plus de temps pour réfléchir à ces questions. Et c'est aussi en ça que je rejoins, par exemple, la proposition de Pose IA, le fait de ne pas continuer à développer les IA de pointe jusqu'à ce qu'on ait trouvé des solutions pour les faire sécurisées et démocratiques. Parce qu'on a vraiment besoin de temps. Aujourd'hui, on a très peu de solutions, très peu de gens réfléchissent à comment résoudre ces problèmes. On a besoin de plus de temps, donc faire une pause, ça serait vraiment très agréable pour qu'on ait un peu le temps de se poser ce genre de questions qui paraît extrêmement importante. Ok, donc les solutions techniques, elles existent. Ce qui manque, c'est les appliquer et le temps de comprendre comment faire pour y arriver. Si j'ai bien compris ce que tu disais. Par rapport au consensus scientifique, est-ce que tous les experts en IA sont d'accord avec ce que tu dis là? Ou bien est-ce qu'il y a des divergences, des personnes qui considèrent que les risques n'existent pas ou qu'ils sont bien moindres que ce que tu évoques là? Alors, je dirais pas qu'on a toutes les solutions techniques et qu'il suffit de les implémenter. On a quelques directions vers lesquelles on peut naviguer. On a quelques pistes de recherche, mais pour l'instant, même d'un point de vue technique, on est très très loin d'avoir ce genre de solution, même pour des modèles actuels, comme je le disais, ChatGPT, on ne sait pas comment faire pour qu'il respecte nos intentions. Donc ça va pas être évident tout ça, et on a besoin de temps. Par rapport à ce que tu dis, est-ce que la plupart des gens en intelligence artificielle seraient d'accord avec mon discours? En fait, on a un problème où le problème, c'est le fait que beaucoup de gens qui travaillent en intelligence artificielle travaillent dans l'aspect des capabilities, donc comment augmenter les capacités des intelligences artificielles, qu'elles deviennent plus performantes, mais ne sont vraiment pas au courant des enjeux de sécurité. Et souvent, c'est pas qu'elles sont fondamentalement contre. Pour discuter de plus en plus avec ce genre de personnes, c'est vraiment qu'ils ne connaissent pas ce domaine scientifique qu'est la sécurité de l'IA. Lorsque je leur explique certains risques, vraiment, ils découvrent ces risques. Quand je leur expose certaines solutions, ils découvrent ces solutions, alors que moi-même, je suis pas du tout un expert technique, c'est juste de transmettre ce domaine d'expertise à quelque part. Mais du coup, je remarque effectivement que c'est des questions qui sont grandement invisibilisées, même au sein du champ de l'intelligence artificielle. Et je pense vraiment qu'il y a un problème simplement de diffusion en fait des connaissances en sécurité de l'IA. Si les gens étaient plus au fait des recherches scientifiques dans ce domaine, je pense que les gens qui travaillent en IA seraient beaucoup plus inquiets qu'ils le sont actuellement. Et évidemment, ça explique pas tout, mais je pense qu'une partie de ça peut aussi être expliquée du fait qu'absolument toute la recherche en IA est financée par les géants de la technologie aujourd'hui. Et quand je dis ça, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a 88% des enseignants-chercheurs en IA qui ont été employés, ont obtenu des financements ou des récompenses de la part des géants de la technologie. 88% qui ont des conflits d'intérêts avec eux, donc c'est énorme. Et le pire,
c'est que quand on rentre dans le domaine spécifique de l'éthique des algorithmes, ce taux monte à 97%. Donc, il faut se rendre compte d'à quel point Big Tech est absolument partout, a une influence sur les champs de recherche qui est énorme. Il y avait eu un truc absolument scandaleux de la part de Google. Enfin, moi, j'ai vraiment été choqué en voyant cette nouvelle. C'est le fait que Google a expressément demandé à ses équipes en interne d'adopter un ton positif à l'intérieur de leur papier de recherche. C'est-à-dire que concrètement, Google demandait aux gens de ne pas publier des trucs négatifs, d'adopter un ton positif. Voilà, c'est chouette, vive l'IA, quoi. C'est extrêmement préoccupant et ça contribue très fortement à ce qu'il n'y ait pas vraiment de consensus en sécurité de l'IA aujourd'hui. Ou en tout cas que les gens qui travaillent en capacité n'aient pas conscience du champ de la sécurité. Et ouais, on voit vraiment en fait que les géants de la technologie utilisent beaucoup des techniques qui ont été utilisées par le passé par les industries du pétrole, par les industries du tabac, par les industries du sucre. C'est vraiment le même genre de marchandage de doute. Là, il y a un excellent livre qui s'appelle Les marchands de doute que je vous conseille. Et quand on lit ça, on se dit mais waouh, c'est vraiment ce que sont en train de faire les géants de la technologie aujourd'hui. Ça reprend historiquement ce qu'a fait le tabac, le pétrole, etc. Et vraiment les parallèles entre ces industries sont extrêmement profondes. Ce qui fait que les gens on essaye de faire douter les gens de la science qui montrent des résultats probants. Encore comme je le disais, genre aujourd'hui, il y a vraiment des comportements déjà inquiétants à l'intérieur de ces grands modèles de langage. Il y a des projections qui sont faites. C'est vraiment des chercheurs qui sortent des meilleures universités en France et partout à travers le monde qui étudient ces questions. Et pourtant, il y a vraiment un manque d'attention en fait sur ces questions. Et au-delà du fait de faire douter de la science, d'adopter des tons positifs, de financer la recherche, etc., il y a aussi une grosse difficulté, c'est que souvent, ce sont les géants de la technologie qui détiennent les données qui nous permettraient de les accuser. Et ça, on l'a vu notamment au travers de plein de... par exemple, les Facebook Files, donc une lanceuse d'alerte qui est sortie de Facebook et qui a montré des documents confidentiels à Facebook, des études internes qui montraient que, par exemple, Facebook avait conscience du fait qu'ils impactaient extrêmement négativement et extrêmement gravement la santé mentale des jeunes et notamment des jeunes adolescents, qu'ils avaient conscience du fait que leurs produits pouvaient dégrader les démocraties, etc., etc. Le problème, c'est que c'est Facebook qui a les données qui permettent d'établir ce genre de résultats. Et donc, évidemment qu'après, c'est un peu facile de dire « Oui, mais vous n'êtes pas absolument certain que Facebook détruit la démocratie. » Bah oui, on n'est pas certain, ils veulent pas nous le dire, évidemment, ils vont pas le dire. Donc c'est là que c'est aussi important d'avoir des lois contraignantes qui obligent les entreprises à donner ce genre de données, quoi. Parce que sans ça, on peut pas on peut pas démontrer vraiment les gros problèmes qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et un des gros problèmes aussi en intelligence artificielle qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de consensus envers la sécurité de l'IA, c'est tout ce qui est le cool washing. Donc on va faire en mode ah mais c'est vraiment incroyable cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT, c'est vraiment cool et ça va permettre de soigner tel ou tel cancer et machin, etc. Et effectivement, genre il y a plein d'applications positives de l'IA, je ne les nie absolument pas, mais ça, c'est aussi une stratégie à quelque part de la part des géants de la technologie pour ne pas montrer tous les côtés sombres. Il y a vraiment ce côté, on a des produits qui sont cool et on va sauver l'humanité. OpenAI, c'est vraiment leur slogan, quoi. On va créer une super IA alignée avec l'humanité, ça va être merveilleux. À un moment, Google DeepMind, par exemple, aussi un des principaux labos en IA, au départ, leur slogan, c'était on va résoudre l'intelligence et on va résoudre tous les problèmes avec l'intelligence. Donc, c'est vraiment des gens qui veulent genre résoudre le monde et ça va être merveilleux, etc. Et ce marketing-là fonctionne relativement bien, en fait, parmi les chercheurs en intelligence artificielle. Ils se rendent pas compte du fait que il y a cette stratégie qui a été pensée par les géants de la technologie pour cacher les vrais risques. Et finalement, dernier point que j'aimerais mentionner quand même, c'est le fait que malgré le fait qu'il y ait ce genre de difficultés
les difficultés que j'ai pu évoquer, il y a quand même des efforts qui sont faits pour aller vers un consensus en sécurité de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faudrait, c'est une sorte d'équivalent du GIEC pour l'intelligence artificielle, donc les gens qui font les immenses rapports sur le climat et qui font consensus en sciences climatiques. Il faudrait la même chose en intelligence artificielle, ça permettrait d'avancer vraiment beaucoup. Et dans ce sens-là, il y a par exemple le AI Safety International Report, qui a récemment été dévoilé, donc rapport international sur la sécurité de l'IA, qui a été justement dirigé par Yoshua Bengio, que je citais avant, et qui globalement est un grand pas vers beaucoup plus de consensus. Et aujourd'hui, je connais peu de personnes en sécurité de l'IA qui seraient pas d'accord avec ce rapport, donc je trouve vraiment qu'il est important. Et à l'intérieur, il met en avant des risques vraiment terrifiants de pandémies artificielles qui pourraient décimer la moitié de l'humanité, de cyberattaques mondiales, d'IA qui pourraient ne pas respecter les intentions de ses créateurs. Donc le consensus est en train de se faire, j'aimerais qu'il s'accélère, mais on va plutôt dans la bonne direction et j'en suis tout à fait content. Je fais un petit détour par Hollywood pour te poser une question un peu plus légère. Les films à la Skynet, Terminator, est-ce que ça dessert le discours? Parce que en général, quand on discute des risques de l'intelligence artificielle avec le grand public, c'est un peu les deux mots qui ressortent. On s'imagine ce genre de scénario-là. Et en même temps, quand tu parles de cyberattaque, de pandémie, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est une bonne question. Je pense que il y a un gros problème avec Terminator, c'est que si ça se passait dans la réalité, qu'il y a vraiment une super IA très performante comme ça peut être le cas dans le film, genre le film se termine 1 minute après, l'humanité est morte. Genre, on a vraiment aucune chance face à une entité qui est des milliers de fois plus intelligente que nous. Et ce genre de film essaye généralement d'avoir il faut de l'histoire, quoi. Hein. Il faut qu'il y ait des humains qui se battent contre les machines, etc. Et donc, il nous laisse une chance, ce qui, dans la réalité, a malheureusement peu de chances d'arriver. Donc, c'est peut-être ça le principal problème, je sais pas. Il y a aussi le fait, par exemple, tu vois, quand on voit Terminator, en fait, c'est pas vraiment une intelligence artificielle, le truc, c'est une sorte d'humain métallique, en fait. C'est-à-dire qu'il a pas des capacités vraiment miraculeuses par rapport à, un humain en termes d'intelligence, il peut se faire, il peut faire des erreurs, etc. Euh, ce qui dans la réalité n'est pas vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que l'IA, l'IA qui pose problème, c'est pas vraiment une IA qui est dans une sorte de corps robotique humain et qui va se retourner contre nous, quoi. On est sur quelque chose de plus complexe que ça. On est dans même des IA qui peuvent être à l'intérieur de data centers, quoi. Enfin, qu'on pas de matérialité autre que des data centers et qui pourtant peuvent mener à une fin de la civilisation simplement à travers ça, quoi. Donc ça peut détourner des vrais risques effectivement. Et on en parlait aussi, mais tout cet aspect de l'IA qui tout d'un coup développerait vraiment une sorte d'intention différente que celle qu'avait son créateur ou comme ça, ou qui fondamentalement se rendrait compte que l'humain est mauvais et du coup choisirait de faire ça, etc. Et ça, c'est des scénarios qui sont pas forcément ceux envisagés en sécurité de l'intelligence artificielle. Cela dit, je sais pas à quel point c'est vraiment des films qui ont eu un impact négatif. Moi, je le vois sous mes podcasts. J'ai souvent des gens qui vont faire des refs à Terminator, et pas pour se moquer de mes invités, en fait, mais plutôt pour dire, Terminator nous avait prévenu, par exemple. Et fondamentalement, c'est pas des commentaires que je trouve très corrects, parce que, les scénarios de films sont généralement pas tout à fait similaires à ceux en sécurité de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, il y a eu un aspect clairement où si ces films n'avaient pas existé, je pense qu'on n'aurait pas aussi peur, ou en tout cas on n'aurait pas autant de crainte par rapport à l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle au grand public, la plupart sont plutôt méfiants de ce qui va se passer par le futur et n'ont pas totalement confiance envers les géants de la technologie. Et ça, je pense, c'est en partie dû à ce genre de film. Et donc, en ça, je
pense que leurs conséquences sont pas forcément négatives, même s'ils transmettent pas exactement les vrais problèmes au grand public, quoi. Répéter que l'IA va nous détruire, est-ce que ça risque pas de devenir une sorte de prophétie autoréalisatrice où les acteurs se mettent à paniquer, se ruent sur l'armement algorithmique, et c'est ainsi que le danger naît et se propage dans la société? Je pense qu'il peut y avoir ce genre de problème, mais surtout, en fait, si on met en avant la puissance que vont avoir ces intelligences artificielles, sans dire les dangers qu'il peut y avoir derrière. Surtout si on pense en fait que l'intelligence artificielle, ça va être un merveilleux outil pour dominer le monde. Un exemple très frappant de ça, c'est par exemple ce que disait Vladimir Poutine. Vladimir Poutine avait une citation, il disait « Celui qui sera leader en intelligence artificielle dominera le monde ». Et effectivement, quand on a ce prisme de lecture-là, ça peut entraîner une course aux armements, parce qu'on se dit, bah, je veux que ce soit moi qui domine le monde, en fait. De façon un peu plus subtile que Vladimir Poutine, il y avait aussi Leopold Aschenbrenner, qui a fait, qui est donc une ancienne personne qui travaillait à OpenAI, un ancien employé d'OpenAI, qui a écrit un rapport qui s'appelle Situational Awareness, dans lequel il fait une sorte de prospective de ce à quoi l'intelligence artificielle pourrait ressembler dans les prochaines années, et dans laquelle, dans ce rapport, il fait vraiment une sorte de recommandation de sécurisation nationale, en fait, du fait que les États-Unis devraient prendre de l'avance pour que ça soit pas la Chine qui domine, pour mettre en avant nos valeurs et pas celles des autres, etc. Et donc, l'aspect vraiment, ces technologies sont très puissantes, me paraît important, mais il suffit pas en soi, parce qu'effectivement, quand on se dit c'est puissant, bah on se dit ah il faut que ça soit moi qui les développe. Du moment qu'en fait on se dit ce sont les autres qui sont dangereux, il faut que ça soit nous qui fassions la super intelligence artificielle, bah ça permet pas de vraiment résoudre le problème. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, les entreprises d'intelligence artificielle elles-mêmes, c'est un peu ce discours-là qu'elles ont en fait. Par exemple, Dario Amodei, qui est le gars derrière Anthropic, donc qui est derrière le chatbot Claude, qui est une des IA les plus performantes du marché, un des principaux laboratoires d'intelligence artificielle. Il dit qu'il y a entre 10 et 25% d'extinction de probabilité d'extinction dans les 5 prochaines années. Et quand on lui demande, mais du coup, pourquoi est-ce que vous continuez à développer ces technologies alors que les risques d'extinction sont si grands, ce qu'il va dire, c'est, oui, mais ça, c'est si nous on l'a fait, si nous on développe la super intelligence, mais si c'est les autres qui la font, alors les risques sont beaucoup beaucoup plus grands. Donc il faut absolument que ce soit nous qui la fassions en premier, parce que c'est nous qui allons l'aligner correctement, qui prenons en compte la sécurité. Et plus ou moins, en fait, toutes les boîtes ont un peu ce même discours quand on les écoute. Même un Sam Altman, par exemple, au départ, OpenAI a été créé comme une entreprise, une organisation à but non lucratif, avec pour but de créer une IA au service de l'humanité, parce que Google DeepMind prenait pas assez en compte les questions de sécurité, etc. Donc, en fait, c'est un peu même le discours des géants de la technologie, et c'est un discours qui me semble très dangereux. Mais, tout ce discours change complètement lorsqu'on prend en compte une chose absolument essentielle, c'est le fait qu'on n'est pas dans une course aux armements, on est dans une course au suicide. Et ça change absolument tout. C'est-à-dire que quand on prend conscience du fait que le danger ne vient pas des autres, de l'ennemi qu'on cherche à combattre, mais vient de l'arme elle-même qu'on est en train de développer, le paradigme change complètement. Pour reprendre les mots de Vladimir Poutine, celui qui développe l'intelligence artificielle surhumaine, il va pas être leader du monde, il va détruire le monde, et lui avec. Et quand on prend conscience de ce paradigme, ben là, ces discours mettant en avant une IA très puissante, on amène dans la bonne direction, amène à une coopération internationale nécessaire. Et c'est pas une coopération internationale utopique de bisounours, on va tous s'entendre, etc. Non, si on fait pas ça, on est tous morts. On n'a pas le choix. On doit aller dans cette direction-là. Même d'un point de vue purement égoïste, même si on est que nationaliste, même si on veut que préserver uniquement soi-même, sa famille, sa nation, etc., c'est quand même ça le choix le plus logique à faire. Et ça, c'est un paradigme qui, il me semble, devrait être beaucoup plus mis en avant et
une fois que les principaux chefs d'État comprennent ça, il peut vraiment y avoir très rapidement une mise en place de coopération internationale beaucoup plus rapidement que ce qui se fait actuellement. C'est par exemple ce qui a permis le traité d'endiguement sur les armes biologiques. Pendant longtemps, il y avait beaucoup de recherches sur le fait de développer des armes biologiques, mais il y a deux choses qui ont fait que on s'est globalement tous mis d'accord. Il y a quelques pays qui n'ont pas signé, mais globalement, on s'est quand même tous mis d'accord sur le fait d'endiguer le développement des armes biologiques. C'est une première chose, le fait que les armes biologiques peuvent se retourner contre nous. C'est-à-dire que quand on met une arme biologique dans le terrain, le virus il peut muter, il peut aller sur notre propre soldat, il peut détruire notre population. Donc quand on a une arme qui se retourne contre nous, c'est pas une très bonne arme. Et l'intelligence artificielle, c'est pareil. Aujourd'hui, on n'arrive pas à développer des intelligences artificielles qui respectent nos intentions. Si l'IA se retourne contre nous, c'est vraiment pas une bonne arme. Donc pour la sécurisation nationale, c'est le contraire, ça va créer une désécurisation nationale. L'autre point qui a fait qu'on a endigué le développement des armes biologiques, c'est tout le paradigme de l'accessibilité. C'est-à-dire que c'est des armes qui sont finalement relativement accessibles par rapport aux armes nucléaires, par exemple. Faire une arme nucléaire, ça demande vraiment des moyens qui sont absolument considérables, alors que les armes biologiques, c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc, les grandes puissances qui voulaient garder le monopole qu'elles avaient sur la puissance, ne voulaient pas créer comme ça des armes que tout un chacun pourrait avoir chez soi et avec lesquelles il pourrait poser de graves problèmes. Et ça, l'intelligence artificielle va aussi dans ce sens en réalité. Parce que l'intelligence artificielle pourrait vraiment permettre à des bioterroristes ou des cyberterroristes, des gens malveillants, de poser des problèmes à très très grande échelle et faire perdre le monopole de la puissance qu'ont aujourd'hui certaines puissances. Et donc souvent on fait le parallèle entre l'intelligence artificielle et le nucléaire. Finalement, je pense qu'un parallèle entre l'intelligence artificielle et les armes biologiques serait beaucoup plus pertinent, parce que ces deux caractéristiques de non-contrôle de l'arme, qu'elle peut se retourner contre soi, et d'accessibilité, est beaucoup plus proche en réalité. Et si on fait ça, de la même manière qu'on a fait un traité d'endiguement pour les armes biologiques, on devrait faire probablement la même chose pour l'intelligence artificielle, pour exactement les mêmes raisons en fait. J'ai une double question pour toi, Shaiman, spécialement pour toi. Tu as décidé de consacrer ton temps, ton travail à informer le grand public sur les risques de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'on doit en fait informer le grand public sur cette question-là? Ça, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième, c'est quelle est la meilleure approche pour éviter d'être l'enfant qui criait tout loup? Alors, première question, je réponds évidemment oui. Il faut vraiment que les gens soient au courant, et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je crois que c'est ce que vous essayez de faire aussi à Posia, et je vous rejoins en ce sens, évidemment. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'instaurer ce que j'appelle une culture de la sécurité. Et ça passe par deux choses. Une première chose, c'est donner la place à ce sujet, la place qu'il mérite à ce sujet, parce que vraiment, aujourd'hui, par rapport aux autres enjeux, on parle très peu des risques de l'intelligence artificielle, alors qu'il pourrait avoir des conséquences beaucoup plus importantes sur la vie de tout un chacun que les choses dont on parle régulièrement dans les médias et qui font les grands titres. Donc je pense vraiment qu'il y a une nécessité de beaucoup plus mettre ce sujet en avant, et aussi une nécessité de le mettre en avant de façon correcte, avec typiquement tous les enjeux que met en avant la sécurité de l'IA, qui me paraissent particulièrement importants. Et ça permet, une fois qu'on a ça, d'avoir les outils nécessaires pour faire pression, notamment sur les gouvernements, sur les laboratoires d'intelligence artificielle, qui ne se permettraient absolument pas de faire. Ils se permettraient absolument pas de faire en fait ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui si le grand public avait conscience de ces enjeux. Par exemple, en 2024, il y a eu toute une série de géants de la technologie qui ont viré un par un leur équipe d'éthique. Genre, Google a commencé, tous les autres ont suivi, on fout loin les équipes d'éthique. Et ça a tellement pas fait de bruit médiatique quand Google a fait ça, que je suppose, qu'une grosse
raison pour laquelle les autres ont suivi, c'est qu'ils se sont dit, finalement, Google, ils s'économisent de l'argent en virant leur équipe d'éthique, personne n'en parle, ça pose problème à personne, faisons la même chose. On serait bête de pas le faire. Alors que si, par exemple, il y avait une pression citoyenne derrière, que ce genre de truc ferait scandale, ferait tous les gros titres, c'est ça que ça devrait faire, il se permettrait pas de faire ce genre de choses. Il serait obligé, ne serait-ce que d'un point de vue de l'image publique, de sortir des modèles qui sont beaucoup plus sécurisés, d'avoir des équipes d'éthique et de sécurité qui soient vraiment solides à l'intérieur de leur laboratoire. Et ça permettrait aussi aux régulateurs de choisir les normes qui sont vraiment adaptées à ça, adaptées à ce nouvel enjeu. Donc ça me semble vraiment essentiel. Et c'est pour ça que j'encourage chaque personne qui écoute ce podcast à en parler autour d'elle, à partager cet épisode, à en partager d'autres, en discuter lors des repas de famille. Il faut vraiment que ça devienne un sujet parmi d'autres qu'on discute, et même un des sujets les plus importants dans l'espace médiatique. Il faut vraiment qu'on arrive à ça, à mon avis. Et pour qu'on soit pas considéré comme l'enfant qui criait au loup, je pense que la façon la plus efficace de le faire, c'est de s'exprimer en probabilité. C'est pas absolument certain que chacun des risques qu'on a évoqués dans cet épisode ou dans d'autres adviennent. Il y a des certaines probabilités, c'est des scénarios qu'on met. Et dans cette même logique, je pense par exemple le fait de donner des dates fixes, dire en 2027 il y aura cela, ou ce genre de prophétie à quelque part, c'est quelque chose qui peut être relativement dommageable, parce que si en 2027 il n'y a pas réellement cela, encore une fois ça fait escroc qui nous a fait des prédictions qui n'adviennent pas en réalité. C'est pour ça que je pense que parler en termes de probabilité, par exemple, je pense qu'il y a 20% de probabilité que cela advienne en 2027, et quelque chose de beaucoup plus pertinent, et qui au-delà d'un point de vue, qui au-delà de ne pas créer cet effet d'enfant qui crie au loup, permet aussi d'être beaucoup plus rigoureux et juste scientifiquement, parce que effectivement on ne sait pas si ça va vraiment arriver en 2027. Par contre, dire je pense qu'il y a 20%, même si ce 20% est un peu au doigt mouillé, ou en tout cas à travers toutes les informations qu'on a pu accumuler là, on exprime une croyance et pas une certitude. Donc ça, je pense que ça peut contribuer positivement dans ce sens. Après, je t'avoue que cet aspect d'enfant qui crie au loup, c'est pas vraiment un truc qui m'inquiète plus que ça. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'on soit une sorte de mute news, personne écoute ça en fait, que les gens ne soient juste pas au courant comme c'est le cas actuellement, beaucoup plus que on entend parler partout de ça et ça se réalise pas, et du coup enfant qui crie au loup. Pour ça il faudrait déjà qu'on ait un espace médiatique, ce qui est pas le cas actuellement. Donc c'est un problème qu'on a le temps de voir venir, j'ai envie de dire. La première chose à faire, ça serait qu'on ait un espace médiatique, et ça c'est pas encore gagné, mais on fait tout pour. Merci beaucoup, Shaiman. J'ai une dernière question à te poser. Projetons-nous dans un futur plus ou moins proche. Quel indicateur dans le monde, dans la situation, dans le contexte de l'IA, te ferait penser que la menace est écartée, qu'on a passé la plupart des risques sans trop de pertes, et ça y est, tu peux mettre de côté ce sujet et passer à autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te ferait penser que c'est bon, le risque est contenu? En ce sens, je pense que je suis relativement proche des propositions que fait Posia. Je pense qu'un indicateur qui me rassurerait beaucoup, ça soit qu'une pause soit mise en place mondialement. Une pause du développement des IA les plus performantes. Donc pas toutes les IA, il y a plein d'IA, par exemple celles qui détectent le cancer, celles qui permettent d'optimiser les réseaux électriques, ou pour économiser de l'énergie, ou ce genre d'intelligence artificielle-là qui sont tout à fait cool. Mais les IA de pointe dont on ne contrôle pas le comportement, qui peuvent faire des choses qui vont à l'encontre des intentions de leurs créateurs, je pense vraiment que c'est important qu'on fasse une pause sur le développement de ce genre de modèle, de sorte à ce que la sécurité en fait ait eu le temps de rattraper les capacités vraiment impressionnantes de ces modèles. Aujourd'hui, il faut vraiment imaginer les capacités qui augmentent en exponentielle, et la sécurité qui peine vraiment à suivre derrière, qui évolue très lentement, notamment à cause des financements. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus ou moins 1000 fois plus de financement en capacité
par rapport au financement qu'il y a en sécurité. Donc la différence est vraiment folle. C'est par rapport à la dangerosité de la technologie qu'on développe, qu'il y ait aussi peu d'argent et de moyens qui soient mis pour la sécurité, c'est vraiment c'est n'importe quoi. Enfin, si les gens avaient conscience de ce qu'on est en train de faire, encore une fois, je pense que ils laisseraient jamais ça passer. Donc cette pause me semblerait vraiment importante, pardon. Jusqu'à la pause, jusqu'à quand? Jusqu'à, comme le dit Posia, hein, jusqu'à ce que ces modèles, on puisse les développer de façon sécurisée et démocratique. Ça me semble pertinent. Et il faudrait cette pause, il faudrait aussi cette pause avec un contrôle qui soit poussé, parce que je voudrais surtout pas qu'il y ait un acteur de l'ombre qui puisse développer la super IA de son côté, et tout d'un coup, vu qu'il n'y a pas de contrôle suffisant qui ont été mis en place, ces entités créent une super IA, ça me semblerait extrêmement problématique. Donc il faut vraiment qu'il y ait un contrôle qui est possible à mettre en place, notamment avec ce qu'on appelle la gouvernance de la puissance de calcul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la plupart en fait de la chaîne logistique qui permet les matériaux de base, les puces, toute l'infrastructure physique en fait derrière l'intelligence artificielle est très centralisée, très monopolisée. Je crois que c'est 80% des puces qui sortent de TSMC à Taïwan, par exemple. Donc une seule entreprise. Donc c'est vraiment des flux en fait qui sont relativement faciles à contrôler. Et donc il y a peu ce risque que des petits acteurs fassent des choses de leur côté, etc. Mais il faudrait quand même justement vérifier où vont ces flux, dans quel sens ils vont, faire de la gouvernance de la puissance de calcul justement, pour être certain qu'il n'y ait pas ce genre d'acteurs qui puissent faire ce genre de choses, et des sanctions extrêmement importantes aussi. C'est-à-dire que si tout d'un coup on découvre qu'un de ces acteurs, quel qu'il soit, va dans le mauvais sens, ne respecte pas la pause qu'on a mis en place d'un point de vue international, il faudrait vraiment des sanctions qui soient extrêmement importantes, de sorte à créer à faire en sorte que les entreprises et les pays ne soient vraiment pas incités à aller dans cette direction. En tout cas, s'il y a ça qui est mis en place, disons que je serais beaucoup plus sécurisé que je ne le suis aujourd'hui. Ça réglerait pas tous les problèmes. Il y a notamment un problème qui est la possibilité d'accessibilité finalement, comme je le disais. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a vraiment besoin de millions, voire de milliards pour développer les grands modèles de langage, les IA de pointe tels qu'on les développe aujourd'hui. Mais c'est possible que dans le futur, finalement, ce genre d'intelligence artificielle soit beaucoup plus simple à créer, avec des infrastructures beaucoup moins grandes. Et dans ce cas-là, la gouvernance, vérifier le fait que les gens ne puissent pas développer ça, ça devient beaucoup plus difficile, étant donné qu'il n'y aura pas besoin de grands entrepôts, de grands stocks logistiques, de grandes infrastructures qui coûtent extrêmement cher et qui sont faciles à contrôler, mais possiblement mettre des trucs dans quelques garages et pouvoir faire ça. Là, ça deviendrait problématique. On n'en est pas là, heureusement, mais c'est juste pour dire que la pause ne résolverait pas tout, mais permettrait en tout cas de gagner beaucoup de temps pour que la sécurité rattrape les capacités. Et ça, ouais, clairement, je pense pas que je me dirais la menace est contenue, je passe à un autre combat, je resterai dans les parages pour vérifier qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui se fasse malgré tout. Mais en tout cas, ça me soulagerait grandement. Merci beaucoup, Shaiman, pour le partage de tes connaissances et puis ton point de vue. Je te souhaite tout le meilleur pour la poursuite de tes projets. Et puis, on aura certainement l'occasion de rediscuter ensemble une prochaine fois. Merci beaucoup pour l'invitation, Gilles, et pareil, tout le meilleur à Posia et aux projets à venir.